Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour moi. C'est l'anniversaire de la mort de mon père. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Parce qu'après l'enterrement, j'ai eu envie de faire l'amour. Et je me suis sentie super coupable. J'avais encore l'odeur de l'église, du Père Lachaise sur moi. J'avais les yeux, je me rappelle, tout gonflés, tellement j'avais pleuré. Et je me rappelle de mon copain de l'époque qui me dit « Mais t'es sûre ?» Et j'étais pas sûre. Je savais pas ce qui se passait dans mon corps. Pourquoi à ce moment-là, oui, j'étais d'accord de faire l'amour. Je me suis sentie super coupable, super anormale. Et il y a à peu près un an de ça, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté son histoire. Et ça a fait tilt dans ma tête. Elle se sentait super coupable. Elle avait 25 ans, elle avait perdu son mec d'un cancer. Vous vous rendez compte? Elle était fiancée et le gars, il est mort d'un cancer. Et là, l'horreur. Après l'entraînement, elle a eu super envie de faire l'amour. Et elle a installé Tinder. Et elle a enchaîné les plans. Et c'est pour ça qu'elle avait voulu parler avec moi. Parce qu'elle se sentait super coupable de dire « Mais j'aimais cette personne. Pour de vrai, c'était mon fiancé. Pourquoi, Aurélie, j'ai autant envie de... Pourquoi j'enchaîne les plans, là? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est anormal? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous imaginez la culpabilité maximum, là? Qu'elle, elle ressentait, que moi, j'ai ressenti aussi après l'enterrement? Et les jours d'après? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour qu'on puisse tous comprendre ensemble que c'est normal. En fait, c'est ce que j'ai découvert. C'est le cerveau qui fait ça. Ça fait partie de notre nature d'être humain, en fait. D'avoir envie de faire l'amour quand on est confronté à la douleur, au deuil. Et c'est le même phénomène qui va s'activer en cas de grosse rupture amoureuse. C'est un peu comme un deuil, là. On peut se séparer d'une personne qu'on aimait et avoir très envie de faire l'amour. Et en fait, c'est pas bizarre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et partager cette vidéo, c'est ultra important que tout le monde comprenne ça. Pour moins de culpabilité, pour moins de tabou en tant que société, autour de l'envie de faire l'amour et du deuil, de la mort. Parce qu'en fait, le truc de dingue qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il fait ça pour nous aider. Pour de vrai, imaginez quand vous avez soif. Vous avez envie de boire, là. Vous avez un réflexe. Eh bien, le corps, il vous envoie un signal. Je suis un peu déshydraté, va boire, Aurélie. En fait, c'est la même chose qui se passe là. Après un enterrement, si vous avez soif, vous n'allez pas vous sentir coupable ou vous poser de questions. Eh bien, en fait, là, c'est le même processus qui est à l'œuvre. C'est le corps qui envoie un signal pour aider. Parce que le deuil, la confrontation à la mort, ça a un énorme impact sur tout le système nerveux. Donc le corps, il va envoyer des signaux pour essayer de réduire la douleur qui est ressentie, pour essayer de nous aider à rester du côté des vivants en fait. Pour bien comprendre les trois mécanismes qui sont à l'œuvre dans le cerveau, vous pouvez imaginer trois briques qui vont s'activer au moment du deuil dans la tête de quelqu'un. La première brique, c'est celle de la douleur sociale extrême. Perdre quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on voyait régulièrement, c'est vraiment une amputation relationnelle. Le corps, il fait très peu la différence finalement entre la douleur physique et la douleur émotionnelle de la perte de quelqu'un. Pour de vrai, le corps, il a l'impression qu'on a perdu un bout de doigt. C'est la même douleur. Les circuits sont très proches dans notre tête. Donc au moment du deuil, on va ressentir une douleur brutale, intense, comme si vraiment on avait une douleur physique. Et du coup, le corps, il va chercher à envoyer en fait une morphine maison pour nous apaiser. C'est ce qu'on appelle les opioïdes endogènes. C'est un truc que le corps il fabrique pour adoucir la douleur. Et c'est ça qui est lié au fait d'avoir envie de faire l'amour. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le corps, il a trop mal. Donc il va envoyer un signal de dire « Aide-moi, trouve ces opioïdes endogènes ». Or, faire l'amour, ça crée des opioïdes endogènes. Comme faire un câlin, comme pleurer dans les bras de quelqu'un, comme rire. Mais faire l'amour, ça en fait partie. Donc le cerveau, il va te dire « Vas-y, cherche ce truc-là, aide-moi à apaiser la douleur. Crée ces opioïdes apaisants, là. » D'où cette envie de faire l'amour. Pour contrecarrer la douleur que le cerveau y ressent et qu'il essaye d'apaiser par des solutions. Ça, on a fait des tests sur les souris qui l'ont prouvé. On a vu l'impact des opioïdes endogènes justement sur la douleur. Et le fait que le cerveau, il va aller les rechercher. Donc vous voyez, à ce moment-là, faire l'amour, c'est pas une fête, c'est pas on célèbre encore plus que l'autre personne soit morte. Pas du tout. C'est le corps qui cherche à fabriquer des antidouleurs naturelles grâce au fait de faire l'amour. La deuxième brique qui va s'activer dans le cerveau, c'est le besoin de lien. C'est en fait le toucher comme médicament. Vous savez, vous connaissez sûrement les deux modes de fonctionnement sous stress. On dit toujours fight or flight, ça veut dire combattre ou fuir. Eh bien, en fait, il existe un troisième mode de fonctionnement chez les humains. Et ça, on ne le dit jamais. J'ai découvert ça en faisant cette vidéo. C'est la recherche de lien. Quand on a un gros stress, oui, peut-être qu'on va vouloir fuir, oui, peut-être qu'on va vouloir combattre, mais on va aussi rechercher du lien. Et donc, quand on est en deuil, le système d'attachement, il va envoyer un signal qui est « ne reste pas seul, cherche du lien, cherche du groupe, cherche du contact physique ». Donc en fait, là, concrètement, le toucher, que ce soit du câlin, pleurer dans les bras de quelqu'un ou faire l'amour, ça va vraiment agir comme un anxiolytique social. On a besoin de se toucher parce qu'on est des animaux grégaires et sociaux. On est connectés. Donc cette envie qu'on peut ressentir après un deuil, c'est pas du tout un manque de respect à la personne décédée ou qu'on n'en a rien à faire, super culpabilisant. Pareil lors d'une grosse rupture amoureuse. C'est pas du tout ça. C'est encore une fois le corps qui cherche un médicament à sa détresse.
par le contact physique, par le groupe. La troisième brique qui va jouer dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle l'activation. Va y avoir une confusion qui se crée. Parce qu'en fait, un deuil, c'est pas seulement de la tristesse. C'est aussi quoi? C'est du stress. C'est un état d'hypervigilance. Moi, je me rappelle, après l'enterrement de mon père, j'arrivais plus à dormir. J'étais comme ça, les yeux grands ouverts, super vigilante à tout. J'avais plein d'adrénaline, le cœur qui battait fort, les pensées qui tournaient en boucle dans ma tête. Je revoyais les scènes, je revoyais des sensations, j'avais l'impression que tout était faux, que c'était pas vraiment en train d'arriver, que j'avais pas vraiment enterré mon père là. Donc dans mon cerveau, dans mon corps, le compteur d'activation de stress, il était dans le rouge. Et là, en fait, le cerveau, il va se tromper. C'est un phénomène en psychologie qu'on appelle l'attribution de l'excitation. Mon corps, il est activé. Et selon le contexte, il peut mettre des étiquettes dessus. Je suis très stressée, je suis excitée, j'ai envie de faire l'amour. Et là, en fait, après l'enterrement, après le deuil, j'ai cette grosse activation de stress dans mon corps. Et en même temps, je peux être avec une personne de confiance, moi notamment mon copain. Et je me blottissais contre lui, j'avais du contact physique. Et donc là, le cerveau, il fait une mauvaise interprétation. Il dit « Ah, mais je connais ces signaux. Le corps, il est agité, elle est collée à quelqu'un en qui elle a confiance. Aurélie a envie de faire l'amour. » Alors en fait, pas du tout. Il crée une confusion devant cette haute activation. Donc ça, comprendre tout ça, ces trois briques dans le cerveau, ça m'a beaucoup aidé à être moins coupable, à être plus apaisée. Mais il y avait un autre truc que je sentais très à l'œuvre en moi. C'était plus psychologique. C'était l'envie d'être vivante. Et ça, je l'ai toujours, je l'ai gardé. Et c'est aussi pour ça que le deuil de mon père, ça a marqué le changement de ma vie. De me dire que c'était concrètement le premier jour du reste de ma vie. Et que faire l'amour, c'était fondamental. C'était ma mission de vie. Et que j'allais plus passer à côté. Et rester dans une vie qui ne me correspondait pas. J'avais envie d'être une exploratrice. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Parce qu'en fait, quand la mort, elle s'invite dans notre vie, là, concrètement, c'est de se dire comment je sens que je suis vivante. C'est ça, en fait, qui se passe. Et c'est la conséquence psychologique du deuil qui explique aussi cette grosse libido qu'on peut avoir. Parce que c'est pas qu'un fonctionnement du cerveau. Il y a aussi tout ce qui est paramètres psychologiques qui va jouer à ce moment-là. La mort, en fait, ça devient quelque chose de très concret. C'est plus oui, peut-être un jour on va mourir. Non, là, quelqu'un est mort. Moi aussi, je peux mourir. Et très souvent, en deuil, là, on voit deux trajectoires. Soit le repli. On est dans son lit, on n'a plus envie de manger, on n'a plus envie de vivre, en fait. On n'a plus non plus de libido, on a juste envie de se couper du monde. Ou alors, c'est l'inverse. On a besoin de proximité, on a besoin de sentir dans son corps de « moi je suis là, moi je suis encore vivant, vivante ». L'un n'est pas mieux que l'autre, et souvent on peut alterner les deux. C'est juste une manière de surfer cette vague qui est incroyablement dure psychologiquement. Mais le truc là qui va être super important, c'est de comprendre si vous faites ça pour vous faire du bien, et pas d'une façon pour vous anesthésier, pour ne pas ressentir en fait. Et ça, c'est la vidéo bonus des membres Patreon pour cette semaine. Dans quel cas vous utilisez le fait de faire l'amour comme anesthésie? C'est pas juste dans le deuil là. Mais est-ce que vous cherchez du lien, du contact? Ou est-ce que vous utilisez, en solo ou à deux, le comme anesthésiant? Pour ne pas ressentir, pour fuir. C'est ce qu'on verra en détail et comment s'en sortir. Mais revenons au deuil, à la mort, à l'envie de faire l'amour là. Il y a un autre truc qui est ultra important, c'est le paramètre culturel. Et moi, je trouve que ça a joué beaucoup. Dans notre culture, la mort, le deuil, c'est un truc très pesant. On est censé pleurer tout le temps. On est censé pas être joyeux. On est censé être dans une dignité silencieuse. Ne surtout pas avoir envie de faire l'amour. Dans notre culture, dans notre société, les deux, ils sont super opposés quand même. C'est pour ça que moi, je me sentais super coupable. Et donc, si le corps, il a envie de vivre, si le corps, il a envie de faire l'amour, franchement, c'est ultra culpabilisant. On a l'impression qu'on manque de respect aux morts, qu'on est tordu, alors qu'en fait, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est pas pareil dans les autres cultures. Il y a plein d'autres endroits dans le monde où la mort, c'est un moment où la vie, elle est très incarnée. Justement pour contrebalancer. Vous avez sûrement vu au Mexique, Dia de los Muertos, tous les déguisements, toute la fête qui va avec pour célébrer la vie en mangeant, en chantant, en étant vivant. Célébrer la mort. Au Ghana aussi, il y a des rites funéraires ultra vivants. On fait des cercueils qui peuvent être en forme de poisson. On danse, on mange, on pleure aussi beaucoup, mais on incarne la vie. Donc la frontière de mort, deuil égale zéro, elle est très récente aussi. Et elle est très culturelle. Il y avait même en Irlande quelque chose qu'on appelle le wake irlandais. Et à l'époque, c'était un moment où il y avait même de la promiscuité. La veillée funéraire à côté du mort, c'était un moment où on rigolait, on buvait de l'alcool et même on se chauffait dans la même pièce que le mort. Vous vous rendez compte? C'était leur rite, ça. C'était une façon en fait d'affirmer la vitalité, la puissance de la vie, pourtant en plein milieu de la mort. Et il y a même eu d'autres sociétés où pour de vrai, elle faisait partie des rites funéraires. C'était intégré dedans. C'est pas pour rien, ça. Donc là, vous voyez que notre modèle qu'on voit partout, qui est inculqué dans notre tête, là, que deuil égale pas d'envie, pas de désir, c'est pas une loi de la nature, c'est une construction sociale. Mais notre corps, il fonctionne différemment.
Parce qu'en fait, la clé qui m'a aidée là, et que j'ai partagée à cette femme, c'est que ressentir, c'est différent de trahir. Et c'est ça la clé qui change tout. Ressentir, c'est différent de trahir. Ressentir du désir, de l'envie de contact, une envie de vivre en fait. Je ne trahis pas la personne qui est morte, je ne trahis pas cette personne qui est partie. Ça ne veut pas dire que j'aime moins cette personne que j'ai perdue. Ça veut juste dire que je suis humaine et que j'ai envie de le vivre, que je suis à la recherche de contact physique. Donc l'idée importante, c'est de ne pas censurer ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, c'est qu'on est éminemment humain. Mais c'est de réfléchir dans quelles conditions on veut vivre ce qu'on ressent. Et ça change tout. C'est comment on choisit de le vivre en conscience et dans quelles conditions. Pour ne pas faire ça n'importe comment et se détruire en fait. Et c'est la même chose en cas de grosse rupture amoureuse. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous nourrir ou est-ce que c'est quelque chose qui va nous détruire? Cette recherche de faire l'amour là, dans un moment très touchy. Je vous ai créé un mini process en 3 étapes seulement pour avoir la réponse et savoir qui va vous aider. La première étape, c'est de faire un check-in rapide. Vous allez prendre 30 secondes et vous poser 3 questions. La première question. Après ça, vous avez envie de vous sentir comment? Plus apaisé, plus ancré, plus proche ou plus anesthésié? Vous avez envie de ne pas sentir là. La deuxième question, c'est est-ce que ce que vous vous apprêtez à faire avec cette personne, ça va vous emmener là? Ça va vous emmener à être plus apaisé ou pas du tout? Et la troisième question, c'est est-ce que vous êtes safe? Est-ce que peut-être vous n'avez pas trop d'alcool dans le sang? Est-ce que votre consentement il est clair? Celui de l'autre personne aussi? Est-ce que vous êtes safe au niveau des IST? Donc vous vous posez ces 3 questions-là pour rester en sécurité. Vous avez besoin vous-même de vous poser un cadre parce que vous êtes vulnérable, vous êtes en deuil. Le but là, c'est pas de savoir si on a le droit ou pas de faire l'amour, mais c'est de comprendre en conscience ce qui se passe avant d'y aller. Et si le moyen qu'on choisit va vraiment servir ça. Ou si juste après, on va juste pleurer encore plus et se sentir très mal. Parce que pour l'avoir vécu, ça arrive. La deuxième étape, c'est de choisir le bon type de lien. Ok, je sais que j'ai envie d'apaisement, j'ai envie d'anesthésie, j'ai envie de contact physique là. Donc l'envie que j'avais de faire l'amour, c'est une envie de lien. Mais en fait, il y a 3 options qui peuvent exister. Et peut-être qu'en fait, je ne vais pas aller faire l'amour. Je vais choisir des touchés non. Je vais choisir de caresser, de faire un massage, de faire un câlin. Ça, c'est une option qui est légitime. Peut-être que je vais choisir de faire un rituel d'apaisement avec cette autre personne. D'aller marcher ensemble, de respirer ensemble, de se connecter ensemble d'une autre façon. Ou la troisième option, c'est dire non, non, en fait, faire l'amour, c'est vraiment mon choix là. Et c'est ça qui va me plus l'aider. Et c'est ok, c'est parfait. Il n'y a pas une des 3 solutions qui est mieux que l'autre. C'est juste se poser la question pour que vous puissiez choisir. Et la troisième étape, si vous choisissez justement d'aller faire l'amour, c'est de poser un cadre précis. Déjà de le dire à l'autre personne. Vous êtes dans une situation de vulnérabilité. Ou si vous faites l'amour avec quelqu'un en deuil, c'est d'en parler. De dire ok, c'est un état vulnérable. On sait que le consentement de cette personne, il va être beaucoup plus touchy là. Il y a plein de gens qui ont des conduites à risque dans ce genre de moment. Après une grosse rupture amoureuse, mais après un deuil aussi. Donc on le pose là. Aujourd'hui, je suis dans un mood un peu triste. Je suis en deuil. On pose aussi un cadre safe au niveau des protections. Parce que c'est le genre de truc qu'on peut oublier là. On est dans un autre monde, on est anesthésié. Là, mettre un préservatif, peut-être qu'on va oublier. Eh bien, on va essayer de se cadrer. Et on va faire encore plus attention à quoi? À l'aftercare. On est déjà dans un yo-yo émotionnel atroce là. On a besoin de care, on a besoin d'aftercare. On ne fait pas juste un petit plan là où on se fait prendre et après on dégage. Moi, j'ai fait ça et c'est encore pire pour l'avoir vécu. C'est pas du tout ce dont j'avais besoin. J'étais encore plus mal après. Donc réfléchissez à ça. Allez avec quelqu'un, vous allez avoir ce moment d'aftercare. L'idée là, c'est vraiment de réduire le risque de se réveiller le lendemain en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, je me sens encore plus mal qu'avant. Et ça, c'est pas que lié au deuil. Ça peut être dans des états de stress, de rupture émotionnelle, où on utilise justement ça comme anesthésie, notamment si on enchaîne les plans. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo bonus. Parce que moi, je l'ai vécu concrètement. Et si vous voyez que vous tombez dans un comportement à risque, que vous êtes en mode compulsif, vous n'arrivez plus à vous arrêter là, que vous vous sentez pire après, ou que vous vous mettez en danger, vous ne vous protégez plus, vous ne respectez plus votre consentement, il faut aller chercher de l'aide. Là, clairement, le corps, il ne cherche pas juste à se réchauffer, à sentir qu'il est vivant. Il a besoin d'aide. Allez voir un médecin, allez voir un psy qui va vous aider. Moi, c'est là où j'ai commencé à faire une thérapie et franchement, je ne le regretterai jamais. Et je reviens à ce fameux soir, après l'enterrement, à ce soir où j'ai refait l'amour après, où je me demandais ce qui allait se passer dans ce nouveau monde après. Et si j'avais eu toutes ces informations-là, je pense que je ne me serais pas sentie coupable. Que mon corps, que ma libido, elle ne me trahissait pas, au contraire, elle m'emmenait sur le bon chemin, le chemin de la vie. Merci beaucoup.